Il manque plus grand-chose à la Russie. Il y a quelque chose qui manque? Au contraire, je ne sais même pas quel kéfir choisir. Pour repérer ce qui a changé, il faut avoir l'œil. Même le coca, un temps disparu, est revenu par l'Ouzbékistan. Donc, sans les États-Unis, le G20 ressemble au G7, qui était autrefois le G8, mais brillamment, ils ont jeté la Russie dehors. Ça aurait été beaucoup mieux si la Russie avait été là, vous savez. Beaucoup de gens vont me critiquer, mais si la Russie était toujours dans le G8, il n'y aurait probablement pas cette guerre. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, on va vous les commenter les pleurs de LC. Parler du fait que Trump leur aurait fait une confidence sur comme quoi eux ils sont prêts à se retirer. Et les Occidentaux sont en pleurs et disent que les Américains les abandonnent. Russie. Tout à l'heure, je vous parlais du dernier clou dans le cercueil de l'Ukraine planté hier encore, cette nuit encore, par le... Il va tuer les derniers clous plantés dans le cercueil de l'Ukraine. Ça se voit que là, pour les Occidentaux, le message est passé. Et maintenant, il faut commencer à préparer le départ des États-Unis pour que tout le monde comprenne que nous sommes passés dans une phase où l'Ukraine va devoir accepter son sort par rapport à la Russie. Ils sont en train de dire que soi-disant Trump est en train de préparer l'opinion. Mais Trump, il s'en fout, lui prépare les Américains et la plupart des Américains, ils sont plus préoccupés par ce qui arrive au Moyen-Orient que par ce qui arrive en Ukraine parce que la proportion de décès n'est pas tout à fait les mêmes. Tout le monde comprend en regardant la proportion de décès et si vous avez en mémoire les interventions américaines en Irak, tout le monde, la plupart des gens qui ont du bon sens comprennent que les Russes prennent des pincettes avec l'Ukraine. Et donc, l'impact sur les populations n'est pas pareil. Et donc, c'est eux-mêmes qui sont aussi en train de se préparer une porte. Parce que quand ils vont comprendre que les Américains ne sont pas là, eh ben, ils vont regarder les Ukrainiens et leur dire, bon, les Américains ne sont plus là, il serait peut-être temps de revenir sur Terre et d'accepter que vous avez suivi aveuglement les Occidentaux qui vous ont mené là et qui ne sont plus là et que maintenant, vous ferez peut-être mieux de faire la paix avec la Russie et de vous attendre avec eux parce que si vous n'acceptez pas ce qu'eux ils veulent, on ne peut rien faire pour vous. Le président américain, il fait appel au passé pour mieux dire que ce ne c'est pas sa guerre et puis que les Américains ont autre chose à faire. Écoutez-le. Donc, sans les États-Unis, le G20 ressemble au G7, qui était autrefois le G8, mais brillamment, ils ont jeté la Russie dehors. Ça aurait été beaucoup mieux si la Russie avait été là, vous savez. Beaucoup de gens vont me critiquer, mais si la Russie était toujours dans le G8, il n'y aurait probablement pas cette guerre. Et si vous aviez un président différent, vous n'auriez pas la guerre non plus. Mais nous avons un G7. Il est important que les États-Unis en fassent partie, car sans nous, ce n'est pas la même chose. Alors Bertrand, je vais vous laisser la parole, mais je vous entendais réagir, Magali, quand vous entendez ça. C'est-à-dire que les Russes ont été sortis du G8 après l'invasion de la Crimée comme mesure de représailles. Et là, de plaider pour le retour de la Russie, c'est vraiment aller dans le sens de tout ce que lui martèle Poutine. Il veut revenir à la table des grands. Revenir. Ça me fait rire parce que eux, ils font croire que soi-disant les Russes veulent absolument revenir à la table des grands. On sait déjà que la table de G7, ce n'est plus la table des grands. Le sommet des BRICS, des fondateurs de BRICS, maintenant, c'est venu ça, la table des grands. C'est pour cela Macron, il avait supplié à ce qu'on l'accepte à l'avant-dernière sommet qui se passait en Afrique du Sud où on ne l'avait pas accepté. Au niveau de l'argent produit et de la population gérée, le sommet de BRICS est devenu beaucoup plus important que le sommet du G7. Et le fait de remettre la Russie dedans va donner plus de poids au G7 que l'absence de la Russie. C'est eux qui ont quelque chose à gagner du fait du retour de la Russie dedans. Mais l'absence de la Russie, pour elle, ça ne change plus rien. Puisque nous voyons bien que la Russie n'est plus isolée. Ils ont longtemps voulu faire croire que la Russie était isolée, la Russie n'est plus isolée. Ils mettent des sanctions à tout va, ça ne change rien. Comme je peux vous montrer tout à l'heure un reportage, ils sont partis jusqu'en Russie pour vérifier eux-mêmes les effets des sanctions. C'est une petite famille qui vit à Moscou, à 40 km du centre. Andrei et Tania, 2 enfants. Nous les avons accompagnés faire leurs courses pour voir si les sanctions économiques ont un impact en rayon. Il manque plus grand-chose à la Russie.
Il y a quelque chose qui manque? Au contraire, je ne sais même pas quel kéfir choisir. Pour repérer ce qui a changé, il faut avoir l'œil. Même le coca, un temps disparu, est revenu par l'Ouzbékistan. Comme on avait dit, la résilience de la Russie, certes, ils ont été frappés fort au début, mais on voit bien que depuis, ils ont trouvé le moyen de contourner tout ça et de remettre la vie de la Russie comme si de rien n'était. Actimel est remplacé par Actimuno et son voisin Activia par Actibio. Et le chocolat en poudre Nesquik par Krutka. Ce qui saute aux yeux, en revanche, c'est la hausse des prix. Certes, les choses coûtent un peu plus cher qu'avant. Ils se vantent que oui, il y a l'inflation en Russie, mais y a-t-il pas l'inflation en Europe? L'Europe, de ne serait-ce qu'il y a 2022 par rapport à l'Europe de 2025, les prix n'ont plus rien à voir. Les prix ont augmenté. Le beurre, les œufs et les bananes surtout. Les salaires, eux aussi, augmentent, mais ça ne rattrape pas la montée des prix pour l'alimentation. Quand vous fréquentez des lieux un peu huppés, des lieux un peu de haut niveau, quand on vous ramène les factures, que ce soit au restaurant, au café ou n'importe où, quand vous traduisez les sommes, quand vous voyez les sommes par rapport à il y a 3 ans, c'est plus pareil. Mais chez eux, cette inflation, c'est pas grave. Mais par contre, l'inflation en Russie, c'est tout ce qu'ils retiennent. Et ne plus être considéré comme un État paria, lever les sanctions sur la Russie et revenir dans le concert international. Bertrand Galichet, c'est une façon aussi de dire c'est de votre faute en fin de compte si Poutine est en colère, si Poutine a déclaré cette guerre et si Poutine aujourd'hui veut lancer une grande offensive sur l'Ukraine pour finir le travail. Oui, c'était d'ailleurs une musique qui montait depuis des semaines et je crois que les Européens n'ont pas voulu l'entendre. Ils se sont raccrochés à un faux espoir qui était celui de garder à bord, comme on dit, Donald Trump et les États-Unis face à Poutine et avec le soutien de Zelensky. Sauf que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ça n'est pas du tout l'opinion au sein de la majorité politique aux États-Unis aujourd'hui. Après, il faut quand même souligner que le retour... Bon, lui, j'ai pas l'habitude de l'attendre, il est nouveau. Et la plupart du temps, quand les gens viennent d'arriver sur LCI, ils ont toujours une opinion un peu plus objective que ceux qui sont déjà là et qui ont déjà dit tout et n'importe quoi en termes de propagande anti-russe et donc qui ne peuvent plus revenir en arrière. Et si il vient de vous raconter, c'est que moi, j'avais vu que les Européens essayent absolument de incorporer les États-Unis à leurs initiatives parce que sans cela, ils savent que leurs initiatives n'ont pas de poids. Les dernières semaines ont permis de bâtir ce qui a été parachevé aujourd'hui et qui est à nos yeux une avancée majeure. Il y a eu une proposition américaine d'un cessez-le-feu. Mensonge, c'est pas une proposition américaine, c'est l'idée que lui avait eue avec Stammer. Vous savez, franchement, ce monsieur ne contribue qu'à rendre ridicule la France. La personne qui avait fait cette proposition-là, soi-disant d'un cessez-le-feu inconditionnel sur terre, mer, ciel, souvenez-vous, et c'est comme ça qu'il le décrivait. Même les Français, ils étaient soi-disant enthousiastes. Emmanuel Macron est à l'initiative avec son truc et tout ça là. Les dirigeants européens réunis à Londres ont convenu dimanche de faire le gros dos et le gros du travail pour défendre leur continent et ont discuté des moyens de mettre fin à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Parmi les solutions envisagées, la mise en place d'un plan de paix alternatif à celui négocié ces derniers mois entre Washington et Moscou. Il y serait notamment question d'une trêve d'1 mois dans les combats aériens et maritimes ainsi que l'arrêt des attaques sur les infrastructures énergétiques des deux belligérants. Le plan serait rapidement proposé aux États-Unis. C'est eux qui ont proposé ça à Zelensky, qui est parti demander ça aux Américains. Et quand les Américains ont dit que Kiev accepte un cessez-le-feu, c'est pas eux qui l'ont formulé. C'est la proposition de Kiev qui a été demandée à Vladimir Poutine et à laquelle il a dit non. Mais aujourd'hui, ils veulent faire croire aux gens, parce que eux, ils savent qu'ils n'ont plus de poids, que soi-disant, c'est les Américains qui ont demandé ça. Non. Pour utiliser ce cessez-le-feu, un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours a été agréé à Jeddah par le président Zelensky. Et il y a 2 jours, le président Trump a réitéré sa volonté de proposer un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours. Je cite ces termes. Et malgré cela, leurs initiatives n'ont pas eu de poids. Et maintenant, quand nous voyons concrètement la réalité des déclarations américaines qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui datent depuis un moment, mais ils ont quand même essayé de forcer la main
ou de continuer à vouloir impliquer les Américains en pensant que les Américains allaient changer d'avis. Maintenant, on n'est qu'à la conséquence de ce qu'eux-mêmes ont refusé de voir, comme le dit cette personne. Ce n'est pas que parce qu'on a les récentes déclarations ou qu'ils décident d'interpréter ainsi les récentes déclarations des Américains, mais c'est concrètement vraiment ce dernier coup de fil qui a définitivement leur a fait réaliser que non, les mecs là, ils veulent plus être avec nous. Ils nous ont lâchés. On a beau supplier, on a beau ramper, ils veulent plus. Donc là, on va devoir nous aussi trouver la porte de sortie. On va déclarer officiellement que les Américains nous ont lâchés. Et une fois que tout le monde aura compris que les Américains nous ont lâchés, et ben nous aussi, on pourra dire à l'Ukraine que désormais, les Américains ne sont pas là, on ne peut plus continuer. Donc, il faut accepter ce que les Russes te demandent. De l'éventuel retour de la Russie au sein du G8, c'est pas les États-Unis tout seuls qui vont décider. Il faut que les autres soient d'accord. Effectivement, ils ont été sortis du G8 après l'affaire de la Crimée. Et c'est une façon de tordre les bras ou le bras, Bertrand, à ceux qui ne voudraient pas le retour de la Russie. Je crois qu'il y aura une majorité pour ne pas vouloir le retour de la Russie. En tout cas. Donc ce sera sans les Américains. Et si on écoute Trump, Poutine a raison en fait de faire cette guerre. Parce qu'il est vexé, parce qu'il a été humilié. Mais en tout cas, et ça c'est le discours de Poutine. C'est encore vraiment un cadeau fait à Poutine, cette proposition de retour dans le G8. C'est complètement à la fois contre-productif. Moi, je ne vois pas où on voit une proposition à Poutine. Le fait que Trump il constate les bêtises des Occidentaux qui se prenaient les rois du monde, on aurait dit qu'ils ne font pas de conneries. Quand les États-Unis sont partis en Irak et que tout le monde sachait qu'ils sont partis là-bas sous des raisons fallacieuses. Quand la France est partie massacrer la Libye et faire de la Libye ce qu'elle est aujourd'hui, qui les a sortis du G7? Qui les a sortis du G8? Personne. Mais eux ont voulu sanctionner la Russie et sortir la Russie du G8 parce qu'elle a pris la Crimée sans un coup de feu, sans tirer, sans bombarder qui que ce soit. Ils ont voulu sortir la Russie. Mais eux, ils ont fait pire. Personne ne les a sortis. Et ils considèrent que pour eux, c'est normal d'agir comme ils agissent, mais pour la Russie, il fallait le virer. Et maintenant, ils veulent encore maintenant se dire, oui, mais c'est aussi nous qui vont décider de comment il va revenir ou s'il revient ou pas. C'est pas à Trump de le faire. Des fous. Et politiquement hallucinant. Parce que Christian, on a déjà entendu le président russe demander ça et dire, voilà, c'est votre faute, vous m'avez désigné comme paria, voilà ce qui arrive. C'est le logiciel russe, c'est le narratif russe. Et c'est ça qui est le plus choquant. Monsieur Trump ne fait même pas l'effort de garder une ligne bien à lui, une ligne américaine qui serait distincte. Non, c'est vraiment le narratif russe qui est importé aux États-Unis et qui est appliqué et répété par Donald Trump. Et puis, il y a ce credo dont quand même on sait à quel point il ne tient pas debout, selon lequel le commerce, alors ça remonte à Montesquieu, j'ai beaucoup de respect pour Montesquieu, mais il avait des idées quand même un peu plus généreuses que ça, cette idée selon laquelle le commerce adoucit les mœurs entre les nations, n'est-ce pas? On a vu que c'est exactement l'inverse. Trump lui-même a rendu le commerce agressif en attaquant par les droits de douane ses principaux partenaires. Donc ça ne tient pas debout. Alors, on entre quand même, à mon avis, assez vite dans une deuxième phase du Trumpisme, qui va beaucoup plus vite que prévu, puisqu'on n'est même pas à 6 mois, et que déjà, il y a un revirement. Je sais pas, il va falloir observer les sondages aux États-Unis, mais bien sûr, le cœur de cible de Donald Trump ne sera pas affecté. Au contraire, par ces variations. Il tiendra ses promesses de campagne. Au contraire, puisque les Américains qui votent pour Trump, détestent la guerre d'Ukraine et veulent en finir. Donc, ils veulent surtout. Donc, franchement, ces gens-là, ils font tout. C'est soi-disant développement. Que Trump, il accélère, Trump, il change, Trump, il machin, tout ça. Et à la fin, il dit quoi? Qui vote pour Trump déteste la guerre en Ukraine. Donc, quand on voit ce qu'est fait Macron, quand on voit ce que font tous ces dirigeants européens, des positions démagogiques, même pas suivies par leur électorat ou quoi que ce soit, c'est normal. Mais Trump, lui, il essaie de se conformer à l'idée de ce qu'il a dit. Il a dit qu'il allait régler la guerre ukrainienne en quelques heures parce qu'il allait trouver un cessez-le-feu. Quand il a voulu tordre le bras à l'Ukraine pour accepter, c'est eux qui ont dit qu'ils n'accepteront pas que les États-Unis fassent capituler l'Ukraine devant la Russie. C'est eux qui ont dit ça. Nous voulons la paix.
Cette paix ne peut pas signifier la capitulation de l'Ukraine. Cette paix ne peut pas être un cessez-le-feu sans garantie. Cette paix doit prévoir les conditions d'une souveraineté ukrainienne, permettre à l'Ukraine de négocier avec les parties prenantes toutes les questions qui la touchent et pour laquelle elle est seule légitime à négocier. Mais c'est une paix dans laquelle nous devons prendre nos responsabilités pour maintenir dans la durée sécurité et stabilité pour l'Ukraine et pour toute la région. Et pour nous, Européens, c'est une question existentielle. Ils oublient ça aujourd'hui. Et maintenant que les États-Unis disent que l'Ukraine et les Russes ne s'attendent pas, et donc ils ne veulent pas de notre aide, on va se retirer, ça devient Trump, il fait je sais pas quoi, il fait je sais pas si, mais même si en faisant ça, il se conforme à son électorat. S'il se conforme à son électorat, il t'a dit qu'il voulait être le président de l'Ukraine ou de la France ou des Européens. Moi, c'est ça qui me fait rire. Ces gens-là, c'est pour ça que j'aime commenter LCI. C'est parce qu'ici, vous vous rendez compte du logiciel de réflexion des Occidentaux et de pourquoi les politiciens, les dirigeants occidentaux se plantent. Avant le Covid, on le voyait, mais on ne pouvait pas dire grand-chose. Mais depuis le Covid, vous voyez bien que succession de bêtises, succession de problèmes en Europe. Et surtout, eux-mêmes, ils ont fait monter des problèmes au sein de leur population. Parce qu'ils sont incapables d'avoir une vision, il faut monter les tensions internes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème d'insécurité ou il n'y a pas de problème d'immigration. Mais maintenant, ils font de l'instrumentalisation et ils s'attaquent même aux populations immigrées, intégrées, qui sont dans leur pays pour se faire mousser parce qu'ils n'ont rien d'autre à proposer. Ils n'ont plus de projet de société. Tellement ils sont partis loin dans n'importe quoi, dans leur bêtise de World Forum économique, ils ne savent plus quels sont les besoins basiques de leur population. Ils ne réfléchissent même pas sur les niveaux basiques de la population. Regardez la politique de Macron. À quel moment ça répond aux préoccupations réelles des Français? Et vous avez pareil en Europe, vous avez pareil en Angleterre, et partout où il y a des gens qui se préoccupent un tant soit peu de la population, c'est ces mêmes Européens qui essayent de faire annuler les élections ou alors qui magouillent les élections. Et c'est à cause de ça que ceux qui prétendent s'occuper de la population progressent. Ceux qui prétendent se préoccuper des besoins premiers de la population. C'est qui est bien se nourrir. La sécurité, donc pour bien se nourrir, il faut être bien payé. Et pour être bien payé, il faut revoir en profondeur la politique de la Commission européenne. On en a fini avec cette vidéo. Vous récupérez une partie de... Je voulais absolument vous montrer ça parce que moi, ça m'a fait rire. Il y a là un deuxième avec notre présentateur préféré qui est Darius Rochebin. Et on va le faire tout de suite parce que ça concerne le pays du peuple élu. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, commentez, likez, partagez. Peace out.